Voilà, hop. Voilà, bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire donc, consacré à la santé mentale des étudiants. Je vais laisser la parole avec grand plaisir au professeur Rebecca Shankland donc, pour présenter voilà, quelques éléments de cadrage sur ce sujet-là. Puis on enchaînera les présentations. Je vais partager le support si tu veux bien, Rebecca. Voilà, parfait. Voilà, et donc la place est libre. Bonsoir à tous, ravie d'être parmi vous ce soir pour parler de cette thématique et introduire un peu le contexte général et les interventions efficaces dans le domaine de la promotion de la santé mentale à l'université. Arnaud, je ne suis pas sûre d'arriver. Ah si, ça fonctionne. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir de cette question de la santé mentale des étudiants, c'est que l'arrivée dans l'enseignement supérieur est associée à une augmentation des problématiques de santé mentale en raison des nombreux enjeux, on va dire, de cette transition, avec souvent des étudiants qui se retrouvent dans une ville et un endroit où ils n'ont pas encore beaucoup de relations sociales. Donc, c'est aussi une période de vulnérabilité par rapport à cette question du lien social. Près d'un tiers des étudiants souffrent de détresse psychologique et cette détresse va affecter non seulement leur qualité de vie, mais aussi la réussite académique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les universités aussi, en tant qu'établissement, s'intéressent de plus en plus à cette question pour essayer de voir comment, dans les différents cursus, on peut intégrer des aspects qui vont favoriser la santé mentale des étudiants et le lien social. Alors, l'arrivée dans l'enseignement supérieur et puis tout au long des études, il y a cet équilibre difficile à trouver entre les exigences et souvent des exigences qui vont s'accroître au fur et à mesure des études et les ressources accessibles qui, elles, ne vont pas forcément s'accroître et c'est là qu'on peut justement agir sur les différents facteurs protecteurs, à la fois le soutien par les pairs, par les enseignants, par les proches, l'environnement structurant qui peut être proposé et le travail sur les compétences psychosociales, j'y reviendrai plus en détail, pour pouvoir aider les étudiants à faire face aux différentes exigences de la situation, à la fois au moment de l'arrivée dans l'enseignement supérieur avec l'autonomisation progressive, mais aussi plus on avance dans les études, plus les exigences en termes de travail et la pression risquent d'augmenter et donc de créer ce déséquilibre. Donc c'est un équilibre précaire, on va dire, qui est toujours à renégocier. Et donc l'objectif des interventions dans ce champ, c'est vraiment de permettre aux étudiants, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui ai la main, Arnaud, de permettre aux étudiants Ouais, de c'est moi, Rebecca. maintenir. Il Ah faudra juste oui, me lever un peu le doigt. ok. De maintenir un état de santé mentale suffisant pour pouvoir mener une vie satisfaisante et avancer dans leurs études, sachant que c'est une population qui va être plus touchée par le stress et la détresse psychologique, les problématiques addictives par rapport à leurs homologues non étudiants, donc de même âge. C'est aussi une population qui a été fragilisée par la crise sanitaire. On le voit notamment à travers l'augmentation des problématiques de santé mentale, mais aussi fragilisée et dans une situation où ils demandent très peu d'aide. Par exemple, dans une étude qui a été menée en France pendant la période de crise sanitaire, il a été mis en évidence que parmi les étudiants en détresse psychologique, seuls 6% d'entre eux ont consulté. Donc, c'est aussi un public qui va être davantage peut-être concerné par des outils numériques comme StudyLink pour pouvoir finalement s'approprier des ressources, développer des compétences, créer du lien aussi à travers le numérique. Parce qu'aller voir un professionnel, ça reste quelque chose de compliqué et de stigmatisé. Donc, pour promouvoir la santé mentale des étudiants,
L'idée, ça va être de renforcer deux aspects principaux, hein. D'une part, la qualité du lien social et d'autre part, les ressources psychologiques, notamment les compétences psychosociales. Et en cela, je vous renvoie notamment au référentiel sur les compétences psychosociales qui a été publié par Santé publique France en 2022. Donc, vous pouvez accéder à différentes ressources et on est en train de finaliser aussi un manuel pratique avec les différentes activités de développement des compétences psychosociales qui seront également en libre accès. Donc, les compétences psychosociales, c'est vraiment un axe fort aujourd'hui de la politique de promotion de la santé en France, avec un arrêté interministériel qui a été signé par différents ministères engagés sur la question de la santé des jeunes et de la réussite des jeunes, pour permettre un développement de ces compétences dans tous les contextes qui concernent les jeunes. Au départ, c'est un concept qui a été proposé par l'Organisation mondiale de la santé comme la capacité d'une personne à pouvoir répondre aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Puis, c'est une compétence qui a été détaillée finalement en plusieurs compétences pour pouvoir faire face à ces situations du quotidien, aux obstacles qu'on rencontre au cours de l'existence et auxquels on peut faire face grâce à des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale qui vont aider les personnes à être résilientes, à pouvoir surmonter les obstacles tout en respectant les autres et en collaborant avec eux. Donc, c'est vraiment aussi cette dimension qui est fondamentale dans le développement des compétences psychosociales, c'est qu'elles vont permettre d'améliorer la qualité des relations, à la fois avec les pairs, mais aussi au sein de la famille et avec les enseignants. De la classification des compétences psychosociales, vous avez en fait trois grandes catégories de compétences. Donc, des compétences cognitives, comme notamment la maîtrise de soi, la capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes. Des compétences d'ordre émotionnel, notamment la gestion du stress, la régulation des émotions, et des compétences d'ordre social, comme la capacité à communiquer de façon constructive, à développer des relations constructives, hein, l'écoute, l'empathie, la capacité à coopérer, et puis la capacité à résoudre des difficultés dans les relations, donc notamment savoir dire non, donc l'assertivité, la résolution de conflits, savoir demander de l'aide. Ce que les recherches ont mis en évidence, parce que là, on a quand même un certain recul sur les recherches par rapport au développement de ces compétences psychosociales, c'est des effets importants sur la prévention en santé mentale, donc avec une moindre apparition de problématiques affectives, de problèmes de comportement, une meilleure estime de soi et plus de bien-être, une réduction des conduites à risque, notamment des risques de consommation de substances psychoactives, une réduction des comportements de violence ou de harcèlement et une meilleure réussite académique, donc à la fois en termes de résultats scolaires, universitaires, de meilleurs diplômes et ensuite une meilleure insertion sociale et professionnelle. Donc là, c'est des résultats que je vous présente qui sont notamment basés sur des ateliers qui ont été réalisés en milieu scolaire. Mais aujourd'hui, on développe justement ce type de programme aussi dans l'enseignement supérieur dans le but d'agir, de continuer à agir en faveur de la santé mentale et du développement de relations constructives. Alors, pour développer ces compétences psychosociales, il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser. Donc, déjà, dans le contexte scolaire, ce qui a été beaucoup utilisé, c'est vraiment des ateliers très pédagogiques où on va aborder dans chaque atelier une compétence psychosociale en particulier avec une série d'exercices, de pratiques. Hein. Donc, c'est vraiment un développement de compétences qui passe par l'expérience. Ce qui a été mis en évidence aussi, c'est qu'on peut développer ces compétences à travers des pratiques qui vont agir sur l'ensemble des compétences psychosociales. Donc, plutôt que de prendre à chaque fois 1 heure pour une compétence, on peut aussi développer des programmes qui vont agir sur les 3 catégories de compétences psychosociales. Je vais y revenir un peu plus en détail ensuite. Et comme on s'intéresse justement à pouvoir rendre ces outils accessibles,
il y a également la possibilité de travailler sur le développement de ces compétences à travers des outils numériques, notamment le programme Éducaire qu'on présentera tout à l'heure. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on peut développer ces compétences psychosociales soit à travers des ateliers qui abordent à chaque fois une compétence spécifique, c'est ce que vous voyez en bleu foncé en bas. Donc, par exemple, si on a 16 heures d'atelier, on va avoir un certain nombre d'ateliers sur des compétences psychosociales d'ordre cognitif, comme savoir prendre des décisions, savoir résoudre des problèmes. Donc, on va faire des ateliers spécifiques sur la résolution de problèmes en 5 étapes, dans l'idée de faciliter ensuite la mobilisation de cette compétence dans le quotidien et dans d'autres contextes. On peut avoir ensuite une série d'ateliers sur chacune des compétences émotionnelles, donc savoir identifier les émotions, comprendre les émotions, les besoins qui sont derrière, exprimer ses émotions de manière constructive, réguler ses émotions pour diminuer l'intensité d'une émotion difficile, et puis une série d'ateliers autour de compétences sociales, comme par exemple des ateliers autour du développement de l'empathie, qu'on retrouve notamment aujourd'hui dans les études en santé, les études de médecine notamment, pour développer cette compétence qui est une dimension très importante dans la relation professionnelle par la suite. Mais on peut aussi agir sur ces 3 catégories de compétences psychosociales de manière transversale, notamment avec des pratiques d'attention, qu'on appelle aussi les pratiques de pleine conscience, qui vont agir sur certains processus psychologiques, comme la décentration, c'est la capacité finalement à observer simplement ce qui se passe à l'intérieur de soi, ses pensées, ses émotions, sans y adhérer à 100%, sans suivre de manière automatique le mouvement de ces émotions. L'objectif, la tendance des émotions, c'est de nous pousser vers une action de manière automatique. Mais là, on peut faire ce choix de se décentrer et donc d'apprendre à observer simplement sans réagir dans l'immédiat. Et cette compétence, ce processus-là de décentration va permettre d'agir de manière transversale sur les 3 catégories de compétences psychosociales, notamment des compétences cognitives comme la résolution de problèmes, puisque en apprenant à prendre du recul et observer la situation sous différents angles, avec différents regards, ça nous aide à résoudre des problèmes de manière plus efficace, plus innovante, plus créative. Ça nous aide aussi à mieux réguler les émotions, donc la deuxième catégorie de compétences psychosociales, puisqu'on est capable de faire un pas de côté et ne pas se laisser autant embarquer par l'émotion, mais simplement l'observer, l'accueillir et puis rester ouvert aussi à l'ensemble de la situation qui va certainement faire évoluer les émotions puisque les émotions sont fluctuantes. Et puis, la dimension sociale, on peut aussi agir sur des dimensions sociales, notamment l'empathie, grâce à cette capacité de décentration. Donc, lorsqu'on propose ce type de pratique dans l'enseignement supérieur, ce qui est le cas notamment au Québec, et Simon Grégoire pourra en parler, mais ça a aussi été le cas en France avec une initiative qui a été portée par l'Université de Strasbourg avec des résultats très intéressants, qui permettent aussi d'agir sur des processus d'attention qui vont donc contribuer à la fois au bien-être, donc à la santé mentale et à la réussite académique. Donc, c'est un champ de recherche qui est en pleine expansion, qui a été initié notamment par Jon Kabat-Zinn plutôt dans le champ médical, mais qui aujourd'hui est de plus en plus appliqué dans le champ de l'éducation. Et je vous renvoie en cela à la note du Conseil scientifique de l'éducation nationale rédigée par Franck Ramu l'année dernière, autour des pratiques de pleine conscience et de leurs effets dans le contexte scolaire. En fait, il s'agit, donc cet état de pleine conscience a été défini par Jon Kabat-Zinn comme un état qui résulte du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie instant après instant. En fait, l'idée, c'est que on ne va pas forcément être dans un état de pleine conscience 24 heures sur 24, mais lorsque on sent qu'on va se laisser embarquer soit par nos jugements ou nos automatismes comportementaux, on peut faire ce choix de mobiliser de manière intentionnelle notre conscience, notre attention sur le moment présent pour simplement observer plutôt que réagir,
cataloguer, avoir des comportements automatiques et donc plutôt avoir ensuite des comportements qui seront choisis et qui seront en cohérence avec nos valeurs, nos objectifs. Donc, ce champ de recherche, vous voyez qu'il est en pleine expansion puisque lorsque Jon Kabat-Zinn a commencé à travailler sur la pleine conscience dans le contexte médical, il y avait très peu de publications, quelques publications par an. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 publications par an dans tous les champs concernés, et notamment donc, dans le domaine académique. Donc, vous pourrez trouver, si vous le souhaitez, de nombreuses méta-analyses. Donc, c'est des synthèses de toutes les recherches dans différents champs. Et donc, dans le champ de l'éducation, je vous ai présenté les résultats de différentes synthèses. Avec donc, des effets, donc ça c'est en milieu scolaire, des effets à la fois sur l'attention et certaines compétences cognitives et académiques, sur la réduction des comportements problématiques, l'amélioration de la résilience, notamment grâce à une meilleure gestion des émotions, et on le retrouve notamment dans les résultats des recherches qui ont été menées pendant la période Covid, où les pratiques de pleine conscience font partie des plus efficaces en termes de prévention des problématiques de santé mentale, d'amélioration du bien-être, et on voit également des effets protecteurs pour les enseignants eux-mêmes en termes de réduction des risques de stress, d'anxiété, de dépression et de burn-out. Dans le contexte universitaire, là, je vous ai mis juste un exemple. Donc, c'est une étude qui a été publiée dans le Lancet où ils ont comparé en fait des étudiants donc, qui étaient suivis au centre de santé avec un suivi habituel et des étudiants qui suivaient donc un programme de pleine conscience. Et ils ont mis en évidence donc, des effets supérieurs de ce programme de pleine conscience en termes de réduction de la détresse psychologique et notamment liée aux périodes d'examen. Rebecca, il te reste à peu près 5 minutes. Je suis désolé. Par rapport à ces pratiques de pleine conscience, on connaît donc un certain nombre de programmes qui ont été validés dans différents contextes et notamment des programmes spécifiques pour les étudiants comme le MBCOP, Mindfulness-Based Coping with University Life. Mais on s'est aussi aperçu que dans certains contextes et pour certaines filières, notamment les étudiants en santé qui ont déjà l'impression de manquer de temps pour tout et notamment pour dormir et pour manger, que c'était compliqué d'ajouter des pratiques formelles dans leur quotidien. Et donc, on a cherché à trouver aussi d'autres façons d'intégrer le développement de ces compétences de pleine conscience dans le quotidien à travers les 5 sens. Donc, ce qui est proposé, c'est de porter cette attention sans jugement et d'être dans la non-réactivité par rapport à des émotions ou des pensées qu'on peut avoir pour développer cette attitude finalement dans son quotidien. Et donc, on a testé les effets d'un programme qui s'appelle FOVEA pour identifier les effets sur différentes variables de santé mentale classiques. Donc, par rapport à un groupe contrôle donc, qui était sur liste d'attente, on voit que c'est des programmes, la plupart du temps, qui se déroulent sur 8 semaines. Alors, vous verrez que dans le programme Corsa, c'est un programme plus court et donc plus adapté aux étudiants parce que 8 semaines, c'est long pour les étudiants. Mais là, c'était un programme en 8 semaines avec donc des mesures par questionnaire avant le début du programme, au temps 1, et des mesures par questionnaire à la fin du programme, et puis 2 mois et demi plus tard. Et donc là, on voit que dans le groupe expérimental, par rapport au groupe contrôle, il y a une amélioration de toutes les variables de santé mentale qui ont été mesurées dans cette étude, une augmentation de la satisfaction par rapport à la vie, et une augmentation significative des compétences de pleine conscience. Donc, uniquement avec ces pratiques intégrées dans le quotidien, comme marcher en pleine conscience, manger en pleine conscience, entrer en relation avec d'autres en pleine conscience. Et l'ensemble des effets qui ont été mis en évidence dans cette recherche passe bien par une augmentation des compétences de pleine conscience. Ces effets sont maintenus à 2 mois et demi post-programme. Donc, vous avez en bleu le groupe FOVEA
qui a participé au programme dans un premier temps, donc avec les 3 temps de mesure, avant, après. Donc, il y a une diminution du stress, de l'anxiété et de la dépression qui est maintenue 2 mois et demi plus tard. Et le groupe contrôle, qui était d'abord sur liste d'attente, donc entre le temps 1 et le temps 2, ça ne bouge pas. Et ensuite, ils rentrent dans le programme et là, on voit qu'ils rejoignent les niveaux de réduction de stress, d'anxiété, de dépression. On peut avoir exactement le même schéma de développement des compétences psychosociales de manière transversale à travers des interventions qui sont basées sur les recherches en psychologie positive, qui vont agir sur d'autres processus psychologiques comme la réduction du biais de négativité. C'est une tendance naturelle de notre attention à être portée vers tout ce qui peut être potentiellement dérangeant, menaçant, etc. Et donc, on va avoir tendance à être happé par ce qui ne va pas dans le quotidien et à moins voir tous les éléments satisfaisants du quotidien. C'est un biais qu'on peut contrecarrer à travers des pratiques de psychologie positive qui vont nous aider à orienter l'attention aussi vers les aspects constructifs pour ne pas se laisser finalement obnubiler uniquement par des aspects qui sont plus difficiles dans le quotidien, ce qui va permettre de mieux accéder à ces ressources pour pouvoir faire face aux situations qu'on rencontre, à la fois ses ressources personnelles, mais aussi ses ressources environnementales et notamment relationnelles. Donc là aussi, on peut avoir des effets sur les 3 catégories de compétences psychosociales. Donc là, c'est un autre champ de recherche avec beaucoup d'études. Je vous encourage à aller voir en fonction des thématiques qui vous intéressent. Et dans le domaine scolaire, donc, on voit des effets sur le développement de compétences psychosociales, notamment la capacité de régulation des émotions, le développement de relations constructives et une auto-évaluation positive, donc une capacité à repérer ses ressources et ses compétences. Ça a également donné lieu à des programmes, de même que le programme FOVEA, un programme de psychologie positive qui s'appelle CARE, qu'on a développé notamment avec Christophe André, et qu'on a ensuite expérimenté aussi auprès d'étudiants, notamment pendant la période de confinement, où on a mis ce programme en ligne. Donc, c'est aussi un programme en 8 séances, donc à raison d'1 fois par semaine. Et on a fait donc une expérimentation auprès d'étudiants en santé avec un groupe expérimental et un groupe sur liste d'attente. Et donc là, vous voyez des effets aux 3 temps de mesure, donc avant le programme, après les 8 semaines, et puis 2 mois et demi, 3 mois plus tard, avec donc des effets sur le groupe expérimental en termes de réduction des problèmes de santé mentale, de stress, d'anxiété, de dépression, tandis qu'il n'y a pas d'évolution dans le groupe contrôle. Et des effets sur l'engagement dans les études, puisque c'était un vrai enjeu par rapport à cette période de confinement, de maintenir finalement l'engagement, le sens dans les études. Donc, on voit que ces dimensions sont maintenues dans le groupe expérimental, sont améliorées dans le groupe expérimental. Et on a également identifié, mesuré plusieurs facteurs protecteurs par rapport à cette période de crise, notamment l'espoir, l'optimisme, la capacité à réguler les émotions et les effets donc, sur le bien-être global. Et donc là aussi, on voit dans le groupe expérimental avec les points noirs, vous voyez une augmentation de ces différents facteurs protecteurs et une augmentation du bien-être global. Donc, on peut agir sur ces ressources psychologiques, mais on peut aussi agir sur la dimension de soutien social, qui est un facteur protecteur majeur concernant les problématiques de santé mentale, en particulier la symptomatologie dépressive, qui est multipliée par 5 chez les étudiants qui manquent de soutien social. Et en particulier, certains publics sont plus touchés, notamment les étudiants internationaux qui évidemment viennent et ont encore moins de réseau social, les étudiants qui font partie de certaines minorités ou ayant de faibles revenus ont tendance à être beaucoup plus isolés socialement. Donc, on va être particulièrement attentif à comment contribuer au développement du lien social de ces étudiants. Ce qu'on constate au niveau des recherches, c'est que le simple fait de se sentir proche de quelqu'un, en confiance,
va modifier la perception des difficultés qu'on a, c'est-à-dire que les difficultés sont davantage perçues comme des défis à relever plutôt que des menaces qu'il faudrait fuir à travers notamment des consommations de substances psychoactives. On constate aussi que la perception de cette proximité relationnelle avec une personne de confiance augmente la vitalité et la persévérance dans la tâche. Cette proximité relationnelle, elle va aussi augmenter la motivation et l'engagement dans les apprentissages et donc la réussite scolaire ou universitaire, alors qu'à l'inverse, le sentiment d'exclusion ou d'isolement social diminue les capacités d'autorégulation, alors à la fois au niveau des comportements de santé, donc on a tendance à consommer plus d'aliments qui sont néfastes pour la santé, mais aussi en termes d'autorégulation par rapport aux apprentissages. C'est la raison pour laquelle on encourage aujourd'hui, à la fois dans le contexte scolaire et universitaire, un travail autour de ce qu'on appelle l'interdépendance positive, c'est-à-dire comment faire en sorte que, au lieu de s'engager dans les apprentissages de manière très individuelle, hein, ce qui est beaucoup le cas encore en France et dès le plus jeune âge, mais ça continue à l'université, d'être beaucoup plus dans des modalités pédagogiques où il y a une interdépendance de buts, donc des projets collectifs, des projets communs, ou une interdépendance de moyens, c'est-à-dire on va répartir par exemple différents contenus de cours à différents étudiants pour qu'ensuite ils soient obligés de mettre en commun, de s'apprendre mutuellement des choses. Et en fait, on constate que non seulement ça augmente le sentiment de soutien social, mais aussi la motivation, l'engagement et donc la réussite. Donc, ce qu'on appelle l'interdépendance positive, c'est le fait de partager un objectif commun, de considérer que travailler ensemble est plus efficace et plus pertinent que de travailler en solitaire, de s'appuyer sur les différences et les complémentarités plutôt que de chercher à faire en sorte que tout le monde arrive à faire la même chose de la même manière au même âge, de considérer que les relations sont mutuellement bénéfiques, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de plus de soutien, d'autres moments où on va être en mesure d'apporter davantage d'aide. Et dans les deux cas, en fait, ça a des bénéfices pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on est soutenu, ben évidemment, ça nous aide à tenir, à progresser. Et quand on apporte son aide à quelqu'un, ça augmente le sentiment d'utilité sociale et du coup, ça va avoir une influence sur le bien-être, ça augmente le sens de la vie. Développer ces relations d'interdépendance positive, on va boucler la boucle avec la question des compétences psychosociales, puisque ces compétences vont nous aider à développer ces relations constructives, de même que les pratiques de pleine conscience ou de psychologie positive, qui vont nous aider à porter un regard plus positif sur les autres et donc favorisent davantage la coopération et l'engagement dans ce travail collaboratif. Résumé, on a aujourd'hui un certain nombre d'interventions efficaces qu'on a répertoriées dans les ouvrages que vous voyez ci-joints. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi rendre tous ces outils accessibles aux étudiants et aux professionnels qui accompagnent les étudiants pour qu'ils puissent s'en saisir, même si ça peut être difficile de faire le pas d'aller voir un professionnel. Et donc, le travail aussi consiste aujourd'hui à mieux travailler sur les freins et les leviers qui permettent aux étudiants de se saisir de ces différents outils. Et donc, c'est ce qu'on va voir par la suite avec les présentations qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Rebecca. Du coup, je profite aussi, je fais un petit clin d'œil à Clémence, je crois qu'il est Clémence Gaillet qui est connectée avec nous, qui m'a beaucoup aidé à monter ce temps d'échange. Donc, merci beaucoup. Puis bravo, Rebecca. Je vais laisser la parole à Margot, qui va prendre le relais, entre guillemets, pour présenter donc ce programme, un exemple d'initiative. Alors, qui a la particularité en plus, et bravo, je trouve, d'avoir été développé en pleine crise sanitaire. Donc, voilà, un super projet que Margot va présenter. Je vous laisse la parole. Ça marche. Merci Arnaud. Alors, pour peut-être faire le point, c'est vrai que j'ai pas mentionné, j'ai que mon nom ici, mais la référente d'Educare à l'IREPS, c'est bien Anne Terrel.
Si on pouvait changer de diapo. Donc, Educare, c'est un outil qui a été élaboré pour répondre en fait à la détresse des étudiants pendant le Covid-19. Donc, c'est un projet qui est porté par l'IRES de Bourgogne-Franche-Comté et notamment par Anne Terrel qui en est la référente. C'est un projet qui a débuté pendant le 2e confinement, il me semble, et qui est donc financé par l'ARS. C'est un outil de promotion de la santé mentale chez les étudiants. Donc, quand on parle de promotion de la santé mentale, nous, on entend qui vise à accroître la capacité des individus à être acteurs de leur propre santé mentale, de leur propre bien-être. Et donc, en renforçant ces facteurs de protection et les conditions qui sont favorables à la santé mentale. Donc, la santé mentale, ça s'adresse à tous les individus, qu'ils présentent des troubles ou non de santé mentale. Et donc, le programme Educare se focalise sur ça. Ce programme a été construit du coup avec des étudiants. C'est pas quelque chose qu'on a fait de notre côté, notre petite tambouille. Ça a été co-construit avec les étudiants, autant sur le fond, donc dans le choix des thématiques qui sont abordées dans le programme, selon leurs besoins. Donc, ils ont remonté des besoins relatifs à la procrastination, à la capacité à gérer leur stress, leurs émotions, tout ce qui a trait à la surcharge de travail, à l'organisation également, le sommeil qui est très en lien avec la gestion du stress, et donc aussi la connaissance de soi, l'estime de soi. Donc, ça a été construit sur le fond, comme je le disais, mais aussi sur la forme, puisque on a consulté les étudiants pour qu'ils puissent choisir le titre. Il y avait plusieurs choix de titres, entre autres, mais aussi sur les couleurs, sur la forme. Les étudiants qui ont été interrogés ont souhaité avoir un programme qui puisse suivre à leur rythme, en fait, et qui soit en accès libre. Donc, c'est avant tout un programme qui est en ligne. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez checker sur Internet un petit peu à quoi ça ressemble. C'est en accès libre, ce n'est pas en accès exclusif aux étudiants, donc c'est ouvert à tout le monde. Et donc, dans ce programme-là, entre autres, on y reviendra un petit peu, mais les étudiants souhaitaient retrouver des témoignages d'autres étudiants, un peu pour casser l'isolement vécu pendant le Covid-19, entre autres. Alors, pardon Arnaud, c'est pas du tout là. J'ai même pas encore commencé celle-là. Pardon. Il faut qu'on se synchronise, mais je t'en prie. C'est vrai. Merci. Et donc voilà, ils ont souhaité, dans la forme, suivre un peu à leur rythme, avoir des témoignages d'étudiants, avoir des questionnaires un peu d'auto-évaluation pour savoir où est-ce qu'ils en sont, pour faire le point, et aussi avoir des pistes d'action. Donc, il y a des fiches d'action, des techniques d'action qu'ils peuvent réutiliser, qu'ils peuvent ancrer aussi dans leur quotidien. Et donc, ce programme, pour vous parler un petit peu des fondements théoriques, même si Rebecca a pu en parler un petit peu en amont, ça se base entre autres sur une approche théorique des TCC, mais pas que, on verra ça. Donc, les TCC postulent une interrelation entre le cognitif, l'affectif et le comportemental. Pour expliquer brièvement, ça postule que les pensées, les cognitions, les croyances, nos interprétations aussi qu'on a des situations influencent nos comportements, qui eux aussi ont un rôle à jouer dans le maintien de notre état psychologique et émotionnel. Donc ce modèle suppose qu'avoir finalement des croyances et des pensées dysfonctionnelles va impacter négativement nos comportements et nos émotions, et donc ce cercle vicieux s'entretient quelque part. Et donc, pour gérer des émotions négatives, dysfonctionnelles au quotidien, on va avoir des pensées qui vont pas être aidantes, qui vont être dysfonctionnelles, entre autres, et qui vont maintenir d'autres comportements dysfonctionnels, voire à risque. Par exemple, pour le cas des addictions, on sait que la consommation de produits psychoactifs, c'est un comportement à risque utilisé pour gérer, entre autres, ces émotions
ces émotions négatives, si je peux les appeler comme ça, et pour éviter le stress, pour éviter des émotions désagréables plutôt. Et donc ça, c'est un exemple de cercle vicieux qui peut s'entretenir en ayant par exemple des ruminations de cognition du type j'ai vraiment tout raté, personne ne m'aime, qui voudrait passer du temps avec moi. Et donc en ayant ce type de cognition, ça peut entraîner ça peut être en lien avec du repli sur soi, ou en tout cas entretenir des comportements de repli sur soi, par exemple se retirer de ces activités habituelles qui nous font plaisir, qui sont habituellement agréables. Et donc, ça va aussi entretenir de l'apathie, de la tristesse, le sentiment d'être sans énergie. Ça, c'est un exemple de cercle vicieux qui peut s'entretenir. Mais avec ce postulat, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut casser ce cercle vicieux et en faire un cercle vertueux. Je vais vous nommer 2 types d'exercices TCC qu'on retrouve dans le programme Éducare. C'est aussi pour ça que je vous en parle. On a par exemple un exercice d'activation comportementale. C'est l'idée d'amener à reprogrammer des activités qui vont faire du sens, pour lesquelles on exprime un certain intérêt, qui sont agréables pour soi. Et donc, en reprogrammant ces activités dans son quotidien, dans sa semaine, ça va amener à modifier nos pensées. En fait, le fait de sentir qu'on est plus actif, le fait de se sentir capable de faire les actions qu'on aime faire, et aussi le fait de renouer des liens positifs avec les autres, ça va changer aussi l'image qu'on a de nous-mêmes. Et donc, ça va changer les émotions qui y sont associées vis-à-vis de nous-mêmes, entre autres, mais aussi de manière générale, puisqu'on va se sentir davantage satisfait. Voilà, on va développer également des relations sociales avec les autres qui sont satisfaisantes, donc on va avoir un retour positif sur soi, sur l'image qu'on dégage. Un autre exemple d'exercice de TCC qu'on retrouve dans Éducare, c'est la restructuration cognitive. Donc là, au lieu d'agir sur les comportements, on va davantage agir sur le cognitif. Et donc là, c'est tout un travail qui consiste à amener l'individu à prendre conscience, d'une part, de ses pensées, et de prendre conscience aussi que ces pensées, ce n'est pas la réalité, mais c'est une interprétation de la réalité parmi d'autres. Et donc, comme c'est une interprétation parmi tant d'autres de la réalité, ça veut dire qu'on peut la modifier aussi. Et donc, l'idée avec cet exercice-là, c'est d'amener la personne à prendre du recul sur ses pensées, à apprendre à penser de manière différente en tentant par des exercices de remplacer ses pensées actuelles dysfonctionnelles qui sont handicapantes dans son quotidien par d'autres pensées qui sont plus aidantes. Et voilà, ça passe par des exercices de ce type. Un autre fondement théorique de ce programme Éducare, c'est donc la psychologie positive, qui s'intéresse, j'allais dire contrairement à la psychologie classiquement, historiquement, qui s'intéresse à comment on fait pour avoir un fonctionnement optimal. La psychologie, en général, de manière historique, s'intéresse à pourquoi on développe une dépression, pourquoi on développe des troubles anxieux. La psychologie positive prend le parti de s'intéresser plutôt à qu'est-ce qui fait qu'on développe un fonctionnement optimal. Donc, elle se base sur 3 composantes principales. D'une part, réorienter son attention vers des aspects satisfaisants de son quotidien. Ça se base également sur développer des relations épanouissantes et bienveillantes envers soi, mais aussi envers les autres. Et enfin, ça se base également sur l'identification de nos valeurs, de ce qui est important pour soi, identifier dans quoi on pourrait s'engager pour être en accord avec ses propres valeurs. Et donc en dessous, j'ai mis quelques pratiques clés. C'est des pratiques, des exercices, pour certains plutôt connus. Je pense par exemple au journal de gratitude qui commence à être un peu
pas mal connu même. Et donc, c'est des exercices qu'on retrouve dans Educare justement pour développer ces 3 composantes-là. Educare se base aussi sur la promotion de modes de vie sains. L'idée n'est pas là de défendre certains comportements qu'on dit sains pour la santé, mais plutôt de guider les étudiants à identifier ce qui est bénéfique pour eux, qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place aussi et qui est bénéfique pour eux, comment leur permettre, comment eux, ils peuvent ancrer dans leur quotidien des éléments qu'ils auront identifiés comme bénéfiques pour eux. Donc, je vais pas étayer dessus parce qu'on en a un petit peu parlé des CPS, mais un des fondements principaux forts d'Educare, c'est bien le renforcement des compétences psychosociales parce que les étudiants savent, connaissent ce qui est bon, mais par contre, ce qui est bon pour eux, ce qui est bénéfique pour eux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de les accompagner à mobiliser toutes les ressources pour mettre en place ces actions qu'ils estiment bon pour eux. Et donc, à travers le renforcement de ces compétences psychosociales dans les ateliers, ça va permettre aux étudiants d'ancrer certains comportements, certaines actions dans leur quotidien. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, même si je regarde un petit peu l'heure, j'essaie de pas trop déborder. Donc, Educare, c'est un ensemble de 8 modules. Oui, voilà, on peut dire ça. Je vais pas trop étayer chacun des modules, mais le premier module et le dernier module sont un petit peu particuliers. Le premier sert plutôt à faire le point sur sa santé mentale à l'aide de questionnaires d'auto-évaluation. Et le dernier module, lui, sert un peu de bilan pour ancrer des comportements dans son quotidien. Les 6 autres modules sont thématisés. Donc, il y en a un sur le stress, un sur la procrastination, un sur le sommeil, un sur se connaître, ses valeurs, un autre sur la régulation des émotions et enfin un autre sur les relations épanouissantes, mais je vous laisserai voir directement sur la plateforme pour entrer dans le détail de chacun de ces modules-là. Chacun de ces modules est structuré toujours de la même manière. C'est toujours s'informer, se comprendre et agir. Donc, pour s'informer, dans le programme Educare, il y a plusieurs types de modules. On a entre autres des témoignages, qui est un premier niveau d'information. Ça sert aux étudiants à se sentir moins seuls dans leur situation, dans leur détresse aussi, s'ils en ressentent, et voir qu'il y a d'autres étudiants qui partagent le même ressenti parfois. Donc, dans ce programme, il y a également des formats vidéo qui permettent un peu d'entrer dans la matière, dans la thématique, qui vulgarisent certains concepts qui sont abordés, comme là, par exemple, les insomnies, la procrastination. On a des informations qui sont valides, qui sont scientifiquement validées et qui sont présentes pour permettre à l'étudiant d'ajuster sa représentation du concept qui est abordé dans le module. L'objectif général d'Educare, c'est bien de permettre à l'étudiant de reprendre du contrôle sur son vécu. Et donc, ça passe par de l'information pour ajuster ses représentations de chacun de ces concepts. Donc, Educare, c'est aussi donc, se comprendre. Donc, ça passe par des questionnaires d'auto-évaluation. Il y en a de plusieurs types. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc là, il s'agit de se questionner sur ses pratiques concernant le sommeil. Mais voilà, on a d'autres formes de questionnaires voilà, de ce type-là. On a des questionnaires plus de mise en situation également pour le prochain, voilà. On a aussi des fiches pour identifier par soi-même des situations ou des comportements qui sont spécifiques. Donc là, c'est peut-être des questionnaires
plus quali, j'allais dire, donc qui permettent à l'étudiant vraiment d'identifier des situations très spécifiques et non pas cocher oui, non, ça me concerne, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Donc là, c'est un outil supplémentaire et complémentaire. Et enfin, Educare, ça vise bien à l'action. Donc, on a différentes activités que les étudiants peuvent expérimenter, qui sont accessibles, qui peuvent utiliser. Il y a des pistes audio, par exemple, pour s'exercer à la relaxation et qui sont téléchargeables aussi. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent les emporter partout où ils veulent. Voilà, on a d'autres formes d'exercices, comme là, une fiche basée... le diapo juste avant, pardon. Comme là, par exemple, on a une fiche basée sur la psychologie positive pour identifier ses forces. Par exemple, on a des vidéos pour s'exercer à la cohérence cardiaque. Voilà, je vous invite vraiment à jeter un œil pour voir. Et enfin, on a une carte voilà, où différentes structures, différents professionnels de la santé sont répertoriés en Bourgogne-Franche-Comté, du coup, qui est accessible aux étudiants et qui peuvent voilà, contacter pour prendre rendez-vous au besoin, s'ils en sentent le besoin. Pour être brève sur les 2 dernières slides, donc, je vous ai parlé du programme en ligne, mais ce programme-là est aussi décliné en programme, en atelier en présentiel. On sait que le collectif, ça a un impact fort sur le renforcement et le développement des compétences psychosociales. Donc, pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, un atelier Educare en présentiel, ça passe par un rituel brise-glace pour que le groupe d'étudiants qui ne se connaît pas puisse briser la glace et pour avoir une dynamique de groupe pendant les 8 ateliers qui vont être mis en place. C'est beaucoup basé sur les échanges autour de leur représentation, des concepts qui sont abordés. Par l'expérimentation, évidemment, parce que l'idée, c'est de bien pouvoir expérimenter les pratiques et pour pouvoir par la suite les intégrer dans son quotidien. Et donc, il y a également des pratiques intersessions. Donc, entre 2 ateliers Educare en présentiel, on propose à l'étudiant de continuer ces pratiques-là dans leur vie personnelle, même si ce n'est pas obligatoire. Les étudiants sont libres de s'investir à ce qu'ils souhaitent, à hauteur de ce qu'ils souhaitent. Mais voilà, on explique bien que ces pratiques intersessions, ça permet de ritualiser ces techniques et ces stratégies. Et ce qui va être, comment dire, ce qui va avoir un impact fort, en fait, c'est de pouvoir intégrer ces changements dans son quotidien. Ce n'est pas seulement de venir à l'atelier et d'expérimenter une fois, c'est bien de pouvoir prendre ce qu'on a envie de prendre et de l'intégrer dans son quotidien. Et donc, pour en faire quelque chose d'efficace qui impacte la santé mentale des jeunes, on se base sur des critères d'efficacité. Voilà, pour faire court, il y a ces 6 critères d'efficacité, entre autres, sur lesquels on se base. On sait que ce qui est efficace, c'est d'avoir des ateliers structurés. Donc, on a un livret participant qui est donné aux étudiants pour qu'ils puissent suivre tout au long de ces ateliers leur avancement, pour qu'ils puissent annoter les techniques qui leur conviennent, identifier à quel moment de leur semaine, par exemple, ils peuvent mettre en place telle ou telle pratique. Et on a aussi un livret pour l'animateur, l'animatrice, qui va lui permettre d'être un guide structuré pour animer ces séances. Et donc, on sait que... Oh, pardon. On sait également qu'avoir une fréquence hebdomadaire, donc à raison d'un atelier par semaine, c'est intéressant, c'est ce qui va avoir un impact sur la mise en place de ces pratiques-là. Donc, que ce soit fréquent, à fréquence régulière, j'ai envie de dire. Ce sont des ateliers qui sont sur une durée d'1h30, 1h45, pas plus de 2 heures. Au-delà de 2 heures, on perd l'attention et c'est plus du tout utile. Donc, on sait que ça, c'est efficace.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est sur plusieurs semaines, donc 8 ateliers, 8 semaines. C'est un cycle d'ateliers qui est réalisé en groupe parce que le collectif, la dynamique de groupe, ça a un impact fort sur le renforcement de ses compétences psychosociales. Et si c'est animé en binôme, en co-animation, c'est top. C'est ce qui va garantir une efficacité de ces ateliers-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Margot, pour cette présentation très complète. Il y a plein de questions. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées, mais on va les garder un petit peu en réserve et puis on les posera. On te redonnera tout à l'heure la parole. Merci beaucoup. Il nous reste voilà, à aborder le programme Corsa. Je vais donner la parole au professeur Simon Grégoire et puis à Marie-Laure pour évoquer ce beau programme qui nous vient du Québec. On est très heureux grâce au webinaire de rencontrer ces intervenants du Canada, du Québec. Et donc, je vais leur laisser la parole tout simplement. Je déroulerai, on va essayer de se synchroniser comme tout à l'heure. Je déroulerai les présentations. La parole est à vous. Donc, Marie-Laure Bailly et professeur Simon Grégoire. Bonsoir à tous, ravie d'être parmi vous. Bonjour à ceux qui sont au Québec, mais je ne pense pas qu'on soit très nombreux, à part Simon et moi. Donc, on est ravis de l'opportunité qui nous est offerte de vous présenter ce soir les ateliers Corsa. Corsa, c'est un dispositif une série d'ateliers qui a été créée en 2012 par Simon Grégoire, et puis une équipe de chercheurs et de psychologues dans les universités. Corsa, ça signifie traverser, franchir en suédois, et c'est vraiment l'idée que les études post-secondaires ou à partir du lycée finalement et de l'université c'est une grande traversée là, faite de tumulte, et donc voilà, c'était trouver la meilleure façon d'outiller les étudiants pour pouvoir traverser ces années-là. Donc, on voulait souligner la pertinence de mettre en lumière la dimension relationnelle qui est à l'œuvre dans les ateliers Corsa, parce que comme on l'a vu dans les présentations précédentes, l'efficacité des ateliers Corsa qui a été démontrée à travers de nombreuses recherches ne tient pas qu'au processus d'intervention de la théorie d'acceptation et d'engagement, mais aussi semble tributaire de dynamique de groupe. Donc, ça va être aussi le propos là, de la présentation d'aujourd'hui, de pouvoir aussi mettre l'emphase sur cette question-là. Donc, des dynamiques de groupe qui sont aussi sous-tendues par les habilités des intervenants, des compétences particulières et le climat dans lequel ils sont portés, ils sont vécus. Donc, brièvement, il va y avoir une mise en contexte un petit peu pour éclairer et qui va se rapprocher un peu des données qui ont été présentées précédemment aussi. Au Québec, ça ressemble aussi à ce qui se passe en France. Et puis, on va vous présenter les ateliers et après, on mettra vraiment plus la lumière sur les aspects relationnels. Donc, sur la mise en contexte, voilà, au Canada, plusieurs étudiants post-secondaire. Donc, le secondaire, c'est pas le même système, et le secondaire, finalement, ça serait après le collège. Donc, rapportent se sentir seuls, à hauteur de 70% environ, et sont aux prises avec des symptômes d'anxiété, là aussi quasiment 70%, de stress, 46% et de dépression. On voit que là, c'est des données qui datent de 2019, avant même la pandémie. On sait que la pandémie a accru ces questions-là. Ils sont de plus en plus nombreux à demander un soutien psychologique dans leur collège ou leur université. Nous, on l'a remarqué de manière fulgurante à HEC Montréal notamment. On est passé d'une équipe de psychologues à 6 en l'espace de 2 ans et demi. Donc, c'est dire la montée en charge de la demande. Et malheureusement, 77% d'entre eux, donc en 2021, ne recevaient pas ce soutien-là. Ailleurs dans le monde, l'OMS estime qu'à peine 16,4% des étudiants postsecondaires ont un trouble de santé mentale, qui ont un trouble de santé mentale sont pris en charge
excusez-moi, sont pris en charge dans leur établissement scolaire. Donc, c'est vraiment très peu. Il y en a beaucoup qui passent au travers des mailles du filet, puis c'est des trajectoires académiques, puis aussi des trajectoires de vie qui sont parfois ébranlées à cet égard. Sur la mise en contexte aussi, pour dire que souvent, dans les universités ou dans les cégeps, une large majorité des services psychologiques sont à destination des individus uniquement. Et il y a très peu de services qui sont offerts en groupe. Donc voilà, c'est un point qui est quand même marquant quand on considère après les leviers qu'il y a au niveau du groupe. Et puis aussi, c'est le constat de se dire que souvent, c'est à destination. L'objectif, c'est quelque chose de curatif et non pas de préventif. Et donc, les ateliers Corsa aussi ont été pensés pour s'adresser à un plus large public que seulement des étudiants estampillés avec un trouble de santé mentale, avec un trouble d'anxiété généralisée, une dépression caractérisée. C'est vraiment de dire qu'on rencontre tous, finalement, des enjeux de stress, surtout quand on est à faire face à des études des études universitaires, des enjeux d'anxiété, de performance, etc. Et que c'est quasiment normal. Donc, c'est aussi pour travailler cet aspect de la stigmatisation qui entoure la demande d'aide et la demande de soutien. Donc, voilà un petit peu pour la mise en contexte. Alors, les ateliers Corsa, sinon je te laisserai la parole. Oui, merci Marie-Laure. Ouais, peut-être vous donner quelques informations sur les ateliers Corsa, à quoi ça peut ressembler. D'une part, c'est 5 ateliers, donc offerts 5 semaines consécutives. C'est des ateliers de 2h30. Ça se passe en groupe. Hein, c'est vraiment c'est destiné à des groupes de 8 à 15 étudiants. C'est une formule qui est aussi très, j'ai envie de dire, très expérientielle, très contemplative. C'est quelque chose de très différent de ce à quoi les étudiants peuvent être habitués là, en contexte académique. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup d'exercices, de pratiques méditatives, par exemple, des exercices de visualisation, des grilles d'observation. Donc, on n'est pas du tout là, dans quelque chose de psychoéducatif ou de théorique. Beaucoup de place à l'échange, beaucoup de place à l'expérimentation, finalement. Les ateliers sont offerts en présentiel et en ligne. Par contre, tout se fait de manière synchrone. Et ça, c'est important pour moi de le souligner. Donc, il n'y a pas de différé, compte tenu du fait que les échanges, le dialogue sont très importants. Tout se fait de manière synchrone. Sur le plan théorique, les ateliers s'inspirent de l'approche d'acceptation et d'engagement, qui est pour faire vite, hein, qui est une approche inspirée des approches comportementales et cognitives de troisième vague, mais on retrouve aussi dans l'acte des influences qui nous viennent notamment de la psychologie humaniste. Et dans cette approche-là, on retrouve 3 grandes postures et 6 leviers d'intervention dont Marie-Laure va nous parler. Oui. Juste pour rajouter une information sur les ateliers, il y a aussi l'idée qu'ils sont vécus à chaque semaine pendant 5 semaines consécutives, mais il y a aussi des exercices on leur demande une pratique en fait entre chaque atelier pour faire vivre ça. Donc ça peut passer par des exercices de méditation, des scans corporels, des repas en pleine conscience, mais aussi des grilles d'auto-observation. Enfin vraiment voilà, cette idée-là, c'est de l'expérimenter, de le faire vivre au long cours là. Et puis comme on l'a vu avec la présentation de Margot précédemment, c'est important cette dimension entre les ateliers. Donc voilà, les 6 processus d'intervention de l'acte. Donc l'approche acte d'acceptation et d'engagement, le postulat finalement, c'est qu'on encourage la personne à explorer sa détresse plutôt que de la fuir. Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas tant d'aller mieux que de vivre mieux avec ce qui nous traverse.
ce qui nous traverse, sachant qu'on n'a pas le contrôle là, sur bien des choses dans la vie et on ne peut pas s'éviter bien des maux, des tourments et des souffrances. Donc, comment composer avec ça et quand même vivre mieux? Donc, les 3 piliers, finalement, de cette approche ACT vont être, on va viser à déployer la question de l'ouverture, d'une présence à soi et d'un engagement. L'ouverture par la question de l'acceptation. C'est l'idée d'accepter ces émotions difficiles, quelles qu'elles soient, finalement, et sans chercher à les éviter. Parce que finalement, le fait de lutter contre nous amène dans une spirale c'est très chronophage. Et puis, donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir accepter qu'elle soit là, sans lutter contre. L'ouverture aussi au travers de la diffusion cognitive. Donc, c'est l'idée de se distancer de ces pensées récurrentes, de ces pensées délétères, plutôt que de se laisser piéger par elles. D'apprendre à les regarder, finalement les mettre un peu plus à distance, à les reconnaître et de ne pas les agir, souvent au travers de mécanismes de défense, de passage à l'acte. Voilà pour la question de l'ouverture. Maintenant, la question de la présence, ça, on a pu en parler aussi lors des... Vous avez retrouvé, c'est des choses qui ont été énoncées dans les présentations précédentes. Mais la présence, d'abord au moment présent. Donc, c'est sans jugement, porter une attention à son expérience interne, à son expérience externe, telle qu'elle se déploie dans l'instant présent. Et aussi cette présence par le fait de développer ce qu'on appelle le soi observateur. Donc, d'être en mesure, le plus souvent possible au cours de la journée, d'avoir cette finesse-là pour observer ses pensées, ses émotions, ses sensations, sans chercher, là encore une fois, à les changer, de pouvoir s'y connecter, de faire d'avoir cet espace-là en soi pour pouvoir en prendre conscience. Et enfin, le dernier pilier là, de ces processus d'intervention, c'est le pilier de l'engagement au travers des valeurs déjà. Les valeurs qui sont là, en fait, c'est vraiment l'idée de reconnaître les valeurs qui sont importantes et qui donnent un sens à notre vie. Pour pouvoir après déployer des actions engagées qui feraient que l'individu, la personne s'engage dans des actions congruentes avec ses propres valeurs, avec ce qui a un sens vraiment profond pour elle. Donc, tous ces leviers, finalement, on peut revenir juste un tout petit peu en arrière, tous ces leviers visent le développement de ce qu'on appelle la souplesse psychologique. Donc, ce que je disais plus tôt, que même en présence d'affects, d'émotions, de pensées vraiment envahissantes et souffrantes, on est quand même en mesure de s'approcher de ce qui est important pour nous. Oui, alors, rapidement, les ateliers Corsa s'appuient sur un guide, donc le guide du formateur. Lorsque les gens sont certifiés, on leur remet ce guide-là qui contient différentes balises sur notamment comment introduire certains exercices, des suggestions de questions qui peuvent être utilisées lors de retour, des balises sur comment guider, des pratiques méditatives. Enfin bref, c'est un protocole qui est manualisé. Ce sur quoi Marie-Laure et moi, on voulait surtout attirer votre attention ce soir, c'est la chose suivante, c'est ce qui se passe lorsque les étudiants prennent part à ce genre de démarche-là. On vient tout juste de terminer une étude qualitative, donc on a rencontré des étudiants qui ont fait les ateliers Corsa pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils en retirent, les défis qu'ils rencontrent, ce qui a été aidant, soutenant pour eux. Parce qu'on avait, Marie-Laure en a fait allusion, on avait cette intuition qu'au-delà des mécanismes ou de ces processus dont on vous parlait il y a quelques instants, les processus de l'acte,
il y avait aussi toutes sortes de dimensions groupales, interpersonnelles qui ont aussi un impact important sur ce qui se passe dans ce genre de démarche-là. Et donc, on voulait mieux comprendre ça. Et il y a différentes choses que les étudiants nous ont dit. La première, c'est toute l'importance de cet espace sécuritaire dans lequel ils se retrouvent. C'est quelque chose qui est qui est très bénéfique. Plusieurs parlent de bien se sentir accueilli, se sentir vu, écouté. Et donc, c'est un petit peu cette notion de holding environment dont parlait Winnicott, comment on arrive à créer cet espace dans lequel les étudiants vont se sentir en sécurité et disposés à partager leurs difficultés, leur vulnérabilité. Et il y a évidemment toutes sortes de choses qui vont faciliter la mise en place de ce genre d'espace-là. Il y a notamment les attitudes qui arrivent à incarner les formateurs, donc une attitude qui est marquée par la bienveillance, l'écoute, l'humour aussi. Il y a la taille du groupe qui est vraiment déterminant. Donc, je le mentionnais il y a quelques instants, Corsa, ça s'offre dans de tout petits groupes. Et ça aussi, ça va créer de l'intimité, ça va créer un climat sécuritaire. Et finalement, il y a toute la question de l'environnement. Donc, un environnement propice. Donc, les ateliers Corsa s'offrent en cercle. Les étudiants sont assis en cercle. Et même si pour certains, au départ, ça peut être un peu confrontant de se retrouver dans ce genre de dispositif-là, c'est aussi au final très rassurant, très aidant de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. L'autre dimension aussi qui ressort, c'est la dimension de la communication. Comme les échanges, comme le dialogue joue un rôle assez important dans le cadre des ateliers, c'est quelque chose qui ressort, c'est quelque chose qui est nommé par les étudiants, notamment cette forme de dialogue un peu particulière qui est utilisée dans le cadre des ateliers Corsa, qui est le dialogue exploratoire. C'est-à-dire que les formateurs ne cherchent non pas à solutionner, à régler des problèmes, voire même à consoler les étudiants, mais vraiment essayer de comprendre ce qu'ils vivent, donc avec une réelle curiosité. Et ça aussi, ça détonne avec ce à quoi ils sont habitués à l'université. L'importance aussi de se rendre compte qu'on partage un vécu commun. C'est très salutaire pour les étudiants de s'asseoir en cercle, de se mettre à écouter, puis de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre du stress, de l'anxiété, que cette souffrance-là, elle est partagée par d'autres, et quelque chose de très apaisant. Les étudiants nous disent, je me sens moins seul, je me sens moins anormal, je me sens moins coupable du moment où j'entends l'histoire, j'entends la situation de d'autres. Donc, cette notion d'universalité, on pourrait la nommer comme ça, joue un rôle aussi assez important dans l'expérience. Et puis, finalement, il y a cette mise en perspective, finalement, de nos difficultés, c'est-à-dire qu'on se rend compte, finalement, que comme on n'est pas les seuls, notre situation n'est peut-être pas si catastrophique, notre situation n'est peut-être pas si grave, et donc cette mise en distance, cette mise en perspective est aussi très salutaire. Bref, je suis allé vite, mais Marie-Laure, peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Après, je peux parler de la façon dont c'est vécu, enfin, les retours des étudiants. C'est vrai que c'est un moment, c'est comme s'il se crée un espace, Simon l'a dit, un espace de sécurité, mais qui peuvent faire vivre après dans le temps aussi. Donc, ils se retrouvent, c'est des liens qui sont tissés, alors pas systématiquement, mais le fait de s'être dévoilé comme ça en sécurité,
d'avoir fait part de certaines de ses difficultés, de s'être reconnu dans l'autre, dans les mêmes difficultés, avoir été normalisé dans son vécu, légitimé. Ça crée une forme d'intimité, puis ça permet de faire vivre des relations en dehors de Corsa. Enfin, il y a des relations qui se sont tissées comme ça au travers de Corsa et qui vivent à l'extérieur. Donc, voilà, je pense que pour la question vraiment importante, c'est surtout, c'est pas qu'une technique, là, c'est vraiment la façon de l'incarner. C'est vraiment la façon dont ils sont menés et voilà, de cheminer avec eux pour leur faire les faire se connecter à ce qu'ils vivent sans avoir la position de celui qui sait, de l'expert, mais vraiment, il y a vraiment des moments d'épiphanie là, quand ils vivent les ateliers, les étudiants, il y a vraiment des moments très de prise de conscience là, qui sont assez beaux à voir. Là. On va être un tout petit peu pris par le temps, je suis désolé. Ouais. Je voudrais juste laisser un tout petit peu de temps en question, si c'est possible pour vous, mais voilà. Il y a encore des choses à dire et je pense que tout le monde est intéressé de savoir comment on devient formateur Corsa. Ouais. Alors, on va faire vite. Donc, il y a une certification Corsa qui va débuter à l'automne prochain, donc à distance. Ce sera à partir du 3 octobre jusqu'au 28 novembre, à raison d'une fois par semaine. Donc, c'est l'heure de Montréal qui a été indiquée, mais évidemment, ça sera offert aux personnes qui le désirent en France. Ça sera donc de 15 heures à partir de 15 heures en France. Voilà. Il y a des prérequis, détenir un diplôme universitaire de 2e cycle, donc à savoir un Master 2 ou en relation d'aide ou équivalent, travailler dans un établissement d'enseignement supérieur ou intervenir de manière régulière auprès d'étudiants. Voilà. Et puis avoir une pratique personnelle de pleine conscience et des connaissances de base liées à l'approche d'acceptation et d'engagement. C'est pas une certification sur ce qu'est l'acte, c'est vraiment une façon de le vivre en fait. On travaille beaucoup sur la posture finalement. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à l'adresse courriel. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Simon, Marie-Laure? Non, ça va, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. Je vais arrêter le partage et puis on va avoir un petit temps de questions-réponses avec l'ensemble des intervenants. Ça va permettre effectivement de faire vivre un peu l'échange. Voilà, on a quelques questions. Alors, ouais, sur le ciblage, entre guillemets, c'est peut-être un terme un peu fort, mais Rebecca, si tu es avec nous, voilà, ça m'intéresse de savoir, ouais, est-ce que d'après toi, les études aujourd'hui, est-ce qu'elles nous invitent à penser que certains étudiants sont plus exposés en matière de santé mentale selon leur cursus? Et puis donc le participant évoque effectivement, on a parlé beaucoup des étudiants en santé, le droit, les sciences, mais aussi suivant le niveau d'études, classe préparatoire, doctorant. Voilà, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors, en termes de filière, il y a eu surtout plus d'études sur les étudiants en santé et un facteur de risque aggravant en réalité qui est la partie sur le terrain. Donc, à partir du moment où il y a une pratique clinique qui est souvent intensive et avec beaucoup d'incertitudes, etc. Donc ça, c'est un facteur de risque pour les problématiques de stress, d'anxiété. Donc c'est la raison pour laquelle aussi ce public a été ciblé en priorité, aussi parce que leur santé mentale affecte l'accompagnement des patients. Donc c'est un peu une priorité dans les recherches. Après, en termes de niveau de formation, comme je le disais, en fait, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, il y a une recrudescence de problématiques de santé mentale, l'apparition d'addictions, etc. Mais en réalité,
plus on avance dans les études, plus ça se complique. Et en fait, les doctorants sont les plus à risque en termes de santé mentale, de décrochage, d'isolement social. Donc, on a aussi des programmes spécifiques pour les doctorants. Notamment, on a expérimenté le programme Corsa aussi avec les doctorants. Donc, oui, je dirais que finalement, ce n'est pas parce qu'on arrive jusqu'à un niveau élevé d'études qu'on n'est plus à risque. Donc, il faut s'occuper un peu des étudiants à tous les niveaux. Ouais, merci pour ces précisions. Alors, j'ai aussi une question, mais peut-être que vous pouvez à plusieurs y répondre. Sur le fait de toucher peut-être les étudiants qui en ont finalement le plus besoin. Comment finalement voilà, ces étudiants sont orientés vers ces programmes, qui ça concerne exactement, quel est le profil des étudiants qui participent à ces ateliers. Donc moi, ça fait écho à savoir comment on arrive à toucher finalement ceux qui en ont le plus besoin. Et puis à contrario, est-ce il n'y a pas le risque de renforcer les inégalités finalement que ceux qui en ont le moins besoin voilà, se retrouvent dans ces ateliers finalement de façon plus privilégiée? C'est une question importante, j'imagine. Oui, alors je peux commencer par répondre et d'autres pourront compléter. On s'est effectivement aperçu que ceux qui se saisissent le plus de ces programmes sont en fait ceux qui ont déjà des bonnes compétences psychosociales. On l'a vu notamment pendant la période de crise sanitaire où un tutorat d'accompagnement a été mis en place dans les universités françaises. Et en fait, majoritairement, alors bien sûr, tous les étudiants étaient plutôt en situation de mal-être, mais globalement, c'est quand même les étudiants qui avaient plus de facilité pour entrer en relation, faire des démarches, aller de l'avant, qui se retrouvaient dans ces ateliers de tutorat d'accompagnement. Par contre, on s'est aperçu que lorsqu'on a proposé ces ateliers en visio, donc l'année d'après, Ouais. il y avait là probablement des publics plus fragilisés. Donc, le fait de pouvoir proposer différents formats, ça peut être un facteur aidant qui ensuite peut les aider à venir en présentiel. Mais commencer par un contact qui est moins face à face, ça peut aider. Peut-être que Simon a d'autres éléments pour compléter. Ouais, Simon, Marie-Laure, sur le programme Corsop, j'imagine que cette problématique, entre guillemets, on la retrouve aussi au Canada de la même façon. Comment toucher ceux qui en ont le plus besoin, d'après vous? Ouais, je pense qu'il y en a été question dans le cadre des présentations, hein. Il y a très peu, finalement, d'étudiants qui bénéficient des services. Et évidemment, deux choses là. La première, c'est que souvent, les gens qui travaillent dans ces services-là sont débordés, manquent de ressources, etc., donc n'arrivent pas à fournir à la demande. Mais il ne faut pas oublier que plusieurs étudiants vont être réticents à l'idée d'aller consulter également un professionnel de la santé. Et donc, je pense qu'il faut, Rebecca en faisait allusion, c'est-à-dire d'opter pour des stratégies peut-être autres. La paire aidance peut être une stratégie très intéressante parce que là, on va jumeler des étudiants ensemble et ça peut être une voie pour ceux et celles qui craignent la stigmatisation, qui ont eu de mauvaises expériences avec un professionnel de la relation d'aide dans le passé. Ouais, très bien. Margot, Marie-Laure, allez, je vous en prie. J'ajouterais que, par exemple, à HEC, on va expérimenter un programme en identifiant les populations à risque et on sait que les étudiants internationaux le sont grandement. Ouais. Notamment un programme qui va s'appeler Allô, comment ça va? Donc, c'est de prendre contact avec les étudiants au début de la session, à mi-session, avant les intras, les examens de mi-session. Et finalement, mais de manière très à distance, là, ça peut être un petit courriel, un message texto, quelque chose comme ça. Et c'est aussi le moyen de promouvoir ces ateliers-là. Donc, en fait, je pense que la clé aussi, c'est de pouvoir cibler les populations à risque et de mettre en place des dispositifs qui permettent de prendre un contact. Et ça peut être des canaux après pour diffuser les informations. Ouais, super, on a quelques réponses possibles, mais c'est un vrai travail important. Beaucoup de questions, Margot, si vous êtes présente autour du programme Éducare, très pratico-pratique. Est-ce que le programme Éducare est accessible en plusieurs langues? Non,
Non, ça c'est une question que j'ai eue assez souvent et non, effectivement, pour l'instant, il est accessible qu'en français. Mais on sait que c'est intéressant de le traduire en anglais, notamment pour les étudiants étrangers qui sont aussi particulièrement à risque, quoi. Ouais, super. Les ateliers sont-ils gratuits? Comment sont-ils financés? Eh bien, c'est financé par l'ARS, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, Euh, Après, c'est accessible gratuitement, du coup, par les étudiants. Euh, et puis par vous aussi, si vous souhaitez voir en ligne. Mais les étudiants, les ateliers en présentiel, eux, sont accessibles gratuitement par les étudiants. Ouais. ouais, super. Les ateliers en présentiel sont-ils prévus dans toute la France? J'ai pas de billes pour vous répondre. Je sais qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on C'est essaie, une là, on est au perspective. tout début. Bon, Ouais. pour Là, on est au tout l'instant, début. dans Ouais. 6 universités françaises, dans le cadre de ce programme de recherche, mais ensuite, effectivement, on pourrait élargir. Ouais, super. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions pratico-pratiques. Il y a deux questions pour terminer. Vous avez eu des difficultés à construire les groupes? C'est aussi une question importante. Comment on arrive à recruter? Non? Donc, les groupes Rebecca, d'étudiants, je vois non. j'imagine. Ouais, des groupes d'étudiants. Bah, pour moi, ça passe par l'identification des leviers d'action Oui, dont on dispose. Donc, de mon regard de chargé de projet, donc là, on est au tout début du déploiement de ces ateliers en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça passe par beaucoup de mise en réseau, quoi. On travaille avec les professionnels de l'Université de Bourgogne. On essaie d'identifier par quel canal on peut communiquer ces ateliers-là, comment les étudiants vont recevoir l'information. pour mobiliser. Euh, voilà, pour mobiliser au mieux. On sait qu'avant, par exemple, il y avait les tutorats de rentrée. Ça pourrait être intéressant si c'est remis en place, de pouvoir diffuser comme ça à la rentrée l'information en masse pour que les étudiants intéressés puissent s'y inscrire. On passe aussi beaucoup par le SSU, donc le service de santé universitaire. Ouais, très bien. Mm. Deux Et questions que je vois dans le peut-être fil. juste en Rebecca. complément, Ouais, en fait, par rapport à d'autres programmes qu'on avait proposés par le passé, où effectivement on a eu plus de difficultés à recruter via les centres oui, de santé, là on l'a présenté différemment, on l'a présenté comme une formation. d'accord. Et du coup, on n'a pas eu du tout de difficulté à recruter parce que probablement il y a moins un effet stigmatisant Oui. de santé mentale, etc. Donc, Intégré au cursus? Ouais, alors, pas toujours. Dans pas certaines toujours. universités, oui. Dans certaines universités, c'est même une option qui est notée. Hmm. Mais majoritairement, dans les universités où c'est déployé actuellement, c'est en option, c'est via le centre de santé, mais c'est présenté comme une formation à la promotion de la santé mentale. Et donc, dans l'idée de pouvoir aussi le valoriser sur le CV, de pouvoir utiliser en fait ces outils dans le cadre professionnel par la suite. Donc, on touche peut-être un public aussi plus large. Ouais, très bien. Alors, il y a encore pas mal de questions, mais du coup, on va dépasser un tout petit peu l'heure. Mais moi, je vous invite parce qu'on aura, voilà, on aura la possibilité en tout cas de diffuser ce replay, de pas hésiter à prendre contact avec les intervenants. On a des adresses mail qui ont été évoquées. Notamment, si vous souhaitez effectivement, comme une personne qui a réagi, bénéficier de ces ateliers dans votre faculté, voilà, on peut y répondre, je pense. Voilà, je remercie infiniment les différents intervenants qui ont pris ce temps pour vous apporter, je l'espère, plein de belles choses et puis de l'envie, je pense, d'expérimenter, de tester. Voilà, un grand merci. Puis on aura plaisir, voilà, à relayer ce replay dans nos réseaux. Je vous invite aussi, voilà, je renouvelle voilà, mes souhaits vous n'hésitez pas voilà, vous connecter au site studylink.arhm.fr qui est cette nouvelle solution donc, qu'on diffuse à l'occasion de ce webinaire. Il y aura une campagne de lancement dans les tout prochains jours. Voilà, un grand merci à tous et bonne continuation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Oh, merci.